Monsieur le ministre Ouattara de son invitation. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors je vais procéder en maintenant pour régler le problème technique. Je suis ingénieur du vivant à Grenoble, et des eaux et forêts, du général. Et dans ma carrière, j'ai travaillé sur deux grands sujets. Un, c'était les montagnes, le développement durable des montagnes, et ensuite la Méditerranée. Je pense que on peut dire que je suis une sorte d'expert du développement durable en Méditerranée, bassin méditerranéen. Et actuellement, j'ai fait ensuite pas mal de rapports pour les ministres français sur les questions de changement climatique, d'eau, de ces questions-là, prospective de la France et ses territoires. J'étais au Maroc 4 années avec M. Mohamed El Kadi en échange de coopération bilatérale. Et actuellement, je suis membre de deux institutions. Je suis académicien, membre de l'Académie de l'agriculture de France, et également membre du partenariat français pour l'eau, dont je préside le groupe chargé qui s'appelle Eau, Sol, Agroécologie et Sécurité alimentaire. Voilà, donc j'ai pas mal d'expérience à la fois un peu de terrain et de réflexion prospective et stratégique. Alors, je vais vous présenter ce matin... J'interviens ici en tant qu'ancien directeur du Plan Bleu, d'abord, et j'ai parlé de la prospective sur l'eau en Méditerranée, avec une lecture un peu critique de la rétrospective. Et puis on verra après, dans une petite deuxième partie, les grands défis qui sont devant nous. Alors, d'abord peut-être un mot sur le Plan Bleu. Le Plan Bleu, c'est une institution, c'est la seule institution qui réunit tous les pays riverains de la Méditerranée, dans le cadre des Nations Unies. C'est un centre d'activité régionale qui est chargé d'éclairer le futur de l'environnement et du développement en Méditerranée. C'est financé par tous les pays riverains, dont le Maroc, qui contribue au fonctionnement et à l'action du Plan Bleu, dans le cadre de la Convention de Barcelone, qui est une convention pour la mer, protection de la mer. Et quand on a créé la Convention de Barcelone et le plan d'action pour la Méditerranée, on a dit l'essentiel, c'est ce qui se passe à terre, parce que la terre interagit avec la mer. Et l'enjeu pour la Méditerranée, c'est les grandes questions de l'environnement et du développement. Donc, il y a eu la création d'un plan bleu pour réfléchir à comment le monde méditerranéen peut faire un développement économique et social soutenu, tout en préservant l'environnement méditerranéen. C'est ça le plan bleu. Alors, le plan bleu s'est intéressé à beaucoup de questions, dont l'eau. Ça, c'est une carte pour rappeler que si au nord et au sud de la Méditerranée, il y a le stress hydrique, on a des problèmes. En France, actuellement, on a beaucoup de problèmes avec le changement climatique. Il y a une grande différence de situation de ressources, ça a été dit par Simon Tarzoui. Il y a beaucoup plus d'eau au nord qu'au sud. Et la croissance démographique au sud, forte, a fait que la quantité d'eau disponible par habitant au sud est aujourd'hui très limitée, et que la Méditerranée regroupe 60% de la population mondiale pauvre en eau. Il y a des grandes différences de situation. Mais on a tous des problèmes de stress hydrique estival. Alors, la prospective 2025 du Plan Bleu, c'est un rapport qui date de 2005, dont j'ai été le directeur. Nous avions à l'époque, dans notre rapport, invité à une évolution de la politique de l'eau pour intégrer l'aspect demande. Parce que les politiques de l'eau en Méditerranée, à l'époque, étaient encore très centrées seulement sur l'offre. Les barrages hydrauliques, etc. Et qui nous semblait que face au problème de raréfaction de la ressource, de surexploitation des nappes, d'insécurité hydrique croissante, on ne pouvait pas ignorer la dimension gestion de la demande. Voilà. Donc le Plan Bleu a organisé plusieurs ateliers régionaux sur ces questions de gestion de la demande en eau, avec la participation des différents pays. Et il avait déjà produit en 1989 un premier grand rapport sur l'avenir du monde méditerranéen. C'était une première mondiale à l'époque. Ça avait été très salué en 1992 à Rio de Janeiro, qui montrait le risque d'impasse par rapport au problème de l'eau en Méditerranée, et qui déjà appelait à une évolution des politiques et une réflexion sur le futur. Donc en 2005, on a produit ce rapport avec 6 grands chapitres thématiques, dont un sur l'eau. Et en
regardant les tendances de la région, qu'est-ce que pourrait amener un scénario de meilleure utilisation de l'eau, c'est réduction des pertes, des mauvaises utilisations, ce que M. Missingui appelait la sobriété, mais aussi l'efficience dans les réseaux, etc. Voilà, alors, vous trouvez à droite, c'est pas, il faut que j'avance un peu, vous trouvez à droite on a estimé au plan bleu qu'on pouvait récupérer à peu près 35% de la demande si on gérait mieux tout ce qui existait. Et avec des progrès dans l'agriculture irriguée, c'est l'agriculture est le plus grand préleveur et consommateur d'eau, de très loin, encore plus au sud qu'au nord, mais partout. L'industrie, le domestique. Et vous voyez à droite les scénarios, les pointillés larges, c'était la prospective. Qu'est-ce que pouvait devenir la Méditerranée si elle continuait sur les tendances qu'on connaissait depuis 30-40 ans? Et en rouge, en petit pointillé, un scénario alternatif qui était le scénario exploré par le plan bleu pour plus de durabilité. Et vous voyez qu'on proposait un changement assez important de trajectoire grâce au progrès d'efficience, de sobriété, de réduction des pertes et mauvaises utilisations. Et en différenciant la situation du nord, la rive nord, de la situation de la rive sud et est, on pensait qu'au sud, au nord, on pourrait facilement réduire la demande totale en eau, compte tenu on n'a pas les mêmes enjeux que vous au sud, avec la croissance démographique, etc. Alors, et au sud et à l'est, évoluer vers un scénario où il n'y aurait pas de diminution, mais une plus faible croissance de la croissance de la demande. Voilà. Alors le résultat, c'est que en 2019, la demande totale en eau dans l'ensemble des pays a augmenté de 4%, donc on a vraiment changé de scénario par rapport à ce qui était... Vous voyez, on est entre les deux lignes rouges, là. On avait prévu 11% de plus dans le tendanciel, moins 16% dans le scénario alternatif. La réduction a été très importante au nord, Espagne, Italie, France, Grèce. On a réduit au total de 15 km3 les prélèvements. Mais elle s'est accrue au sud, notamment en Turquie et en Égypte, de façon significative. Et aujourd'hui, on est dans on tend cependant à s'accroître à nouveau avec le problème du changement climatique. En France, par exemple, la demande d'irrigation augmente depuis 10 années, alors qu'elle avait stagné ou s'était réduite sensiblement avant. Voilà, donc c'est intéressant de revenir sur la prospective et de voir que ce qu'on proposait, c'était d'arriver à des leviers, à des cibles, par exemple sur l'agriculture irriguée, atteindre au moins 70% d'efficience. Et puis le taux de recyclage dans l'industrie, au moins 50%, et réduire les pertes dans les réseaux de 15%, et puis chez les usagers de 10%. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec le recul, puisque maintenant on est en 2026, donc on peut regarder où on en est par rapport à ce qui a été dit en 2005, c'est assez intéressant. Alors, première remarque, c'est qu'on avait fait une prospective qui était encore limitée aux seules eaux bleues. Or, en Méditerranée comme au monde, il y a beaucoup plus d'eau verte que d'eau bleue. Donc ça, j'y reviendrai, c'est un sujet extrêmement important. Mais aujourd'hui, si on devait refaire une grande prospective sur l'eau en Méditerranée, il faudrait absolument inclure les eaux vertes, pas se limiter aux eaux bleues. On a deux évolutions importantes constatées aujourd'hui, ont été sous-estimées en 2005. La première, c'est l'ampleur du changement climatique sur les transpirations, et donc aussi sur la baisse de l'hydraulicité, et sur les sécheresses multi-annuelles. Ce qui fait que, au lieu de 80 millions de Méditerranéens avec moins de 500 mètres cubes par an, en moyenne, par pays, au lieu des 63 annoncés, on est aux 45 millions aujourd'hui. Donc la situation s'est plus aggravée en termes de ressources en eau par habitant que ce qu'on avait imaginé en 2005, parce qu'on a sous-estimé les impacts du changement climatique sur les l'évapotranspiration, sur les eaux vertes, qui fait qu'il y a moins d'eau ensuite dans les rivières. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? L'autre chose qu'on a sous-estimé, c'est le développement récent massif du dessalement. Le Maroc est un bon exemple. On
On s'était intéressé au dessalement à l'époque, on ne pensait pas qu'on irait aussi vite. Voilà. Et ça, c'est un développement rapide, très récent, qui concerne pas mal de pays. Alors, si on regarde les progrès d'efficience, notamment dans l'irrigation, qui est quand même le principal secteur qu'il faut regarder, en France, on a gagné plus de 30% de productivité de l'eau en grande culture, parce qu'on a mis en place les bons outils. Il y a la génétique, mais il y a surtout la réduction des pertes dans les réseaux, le passage à l'irrigation localisée, et puis les outils d'aide à la décision vers une irrigation de précision. Et puis au Maroc, c'est intéressant aussi, parce que le Maroc a lancé en 2008, donc peu d'aide, 2 ans et demi après notre rapport, un grand programme national d'économie d'eau en irrigation. Donc c'est intéressant de voir ce qui s'est fait dans votre pays. Et c'est un programme qui a eu une grande ampleur pendant le plan Maroc Vert, et qui se poursuit aujourd'hui, et qui a permis des progrès économiques très sensibles en productivité physique de l'eau, productivité économique qui a été doublée, en revenus pour l'agriculture, c'est important, en baisse de la volatilité. Alors évidemment, quand les sécheresses sont très longues, là, les problèmes reviennent très vite, mais il y a quand même moins de volatilité qu'avant. Et puis, il y a eu, je crois, plus de 800 000 hectares qui ont été équipés, avec un taux d'efficience moyen pour le pays, qui est aujourd'hui 74%, donc plus que les 70% que le plan bleu auquel le plan bleu avait invité en 2006. Voilà, en 2006. Par contre, donc il y a un progrès dans l'efficacité de la gestion de l'eau en agriculture. Par contre, il n'y a pas eu de réduction de la surexploitation des nappes, réduction de la demande. Voilà, les objectifs qui étaient fixés de réduire de 2 km3 la demande en eau agricole n'ont pas été atteints. Voilà. Mais quand les sécheresses se multiplient pendant 7 ans, évidemment, il y a des baisses d'allocation à l'agriculture. Voilà, là, il y a une baisse par contrainte physique. Alors, je signale quand même qu'il y a dans deux pays méditerranéens, ça c'est très intéressant de le souligner, il y a eu des réussites de retour à une gestion maîtrisée des nappes. Une nappe en Espagne qui est extrêmement importante, une très grande nappe, où le milieu agricole a su s'organiser pour restaurer une gestion maîtrisée des nappes. C'est la nappe de la Mancha orientale. Ils ont réussi en 10 années à restaurer une gestion maîtrisée des nappes sans perte économique importante. Donc ça, c'est vraiment à signaler. Et puis il y a une petite nappe en Tunisie, c'est la nappe de Psissi. Et dans les deux cas, ces deux réussites, elles s'expliquent uniquement par la capacité en Tunisie et en Espagne, dans ces deux territoires, à avoir mis en œuvre les principes de la gestion des biens communs qui ont été édictés par Madame Elinor Ostrom, qui était prix Nobel d'économie 2009. Donc j'insiste sur ce point-là parce que si on veut gérer les ressources, restaurer une gestion durable des ressources, qu'elles soient pastorales ou de l'eau des nappes, des ressources en pool commun, les travaux de Mme Ostrom sont d'une importance stratégique, il faut les comprendre. Et donc, dans les deux cas, il y a eu la mise en place d'institutions de tous les préleveurs concernés et de mise en place de règles qui ont été co-décidées avec des systèmes de sanctions qui sont élevés. En Espagne, un agriculteur qui ne respecte pas les quotas, il est sanctionné très durement par un jury d'agriculteurs, l'enceinte des préleveurs, on nomme un jury, et le système a très bien fonctionné. C'est les deux cas vraiment de réussite en Méditerranée. Voilà. Alors maintenant, je passe à la deuxième partie de ma présentation. Quelles sont les évolutions en 2050? C'est quoi les grands risques? Le premier, ça c'est un tableau du dernier rapport du GIEC, le système, qui montre où vont arriver les grandes sécheresses. Quelles sont les régions du monde qui sont les plus impactées par les sécheresses? Alors, ce qui est très important, c'est que le GIEC aujourd'hui différencie, c'est très important de différencier les sécheresses météorologiques. Il pleut moins pendant longtemps que ce qui est normal. Les sécheresses hydrologiques, il y a beaucoup moins d'eau dans les rivières par rapport à la normale. Et les sécheresses agricoles, c'est-à-dire les sols et la végétation. C'est pas pareil. Alors, ce que vous voyez sur les sécheresses agricoles, c'est que les évolutions passées, comme les sécheresses, les projections annoncées,
la Méditerranée est le plus grand site critique mondial des sécheresses agricoles. Donc ça c'est très grave parce que les sols deviennent de plus en plus secs et donc la sécurité agricole, la sécurité alimentaire est très menacée en réalité. Mais aussi, quand on regarde les projections, j'ai mis à droite, pour les sécheresses hydrologiques, la Méditerranée est aussi principal site critique mondial pour les sécheresses hydrologiques. Donc il y a moins d'eau, vous le savez au Maroc, il y a nettement moins d'eau qu'il y a une trentaine d'années en moyenne. Donc on a un problème de sol qui s'assèche et un problème de rivière qui s'assèche. Voilà, un double problème. On ne peut pas raisonner les problèmes de sécurité hydrique sans la sécurité alimentaire, agricole, alimentaire, et vice-versa. Il faut relier absolument les deux questions. Alors, le problème, c'est qu'on a une double peine pour l'agriculture. C'est qu'avec les sécheresses agricoles, la demande en eau augmente, mais en même temps, comme il y a moins d'eau dans les rivières, l'accès à l'eau devient plus difficile. Voilà, donc ça, c'est le grand sujet de l'avenir. On risque d'avoir des risques très croissants d'insécurité qui seront à la fois hydriques, agricoles et alimentaires. Il faut bien comprendre ces questions-là. J'ai mis ce qui est dans les deux derniers rapports du GIEC. Je vous ai dit que j'avais fait 2 rapports pour le ministre sur le changement climatique. Qu'est-ce que retient le GIEC dans son 5e rapport de 2015? Il a cité 8 grands risques pour l'humanité. 2 qui nous intéressent ici, notamment, c'est la perte de moyens de subsistance et de revenus ruraux, soit suite à un accès insuffisant à l'eau d'irrigation et à l'eau potable. Vous voyez que la question de l'irrigation et des risques de perte d'eau potable est un grand risque pour l'humanité. Et c'est pour les pauvres urbains et ruraux, c'est l'insécurité alimentaire suite au défaut de production et la variabilité de la production alimentaire, la variabilité des pluies et des sécheresses. Et dans le dernier rapport du GIEC, le 6e, c'est intéressant, donc le GIEC a fait, aujourd'hui ne parle plus de la sécurité hydrique sans parler de sécurité alimentaire, il relie les deux questions. Il a fait une fact-sheet spéciale sur Food and Water, il faut raisonner les deux ensemble. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? Quels sont les risques? Perte de production, l'insécurité alimentaire croissante, l'insécurité hydrique croissante, accès à l'eau, les pluies extrêmes, les sécheresses, les risques économiques, c'est les pertes de PIB, et les plus menacés, c'est qui? C'est les petits agriculteurs. Voilà, donc c'est un sujet extrêmement important. Le GIEC liste aussi les principales solutions d'adaptation qui sont la gestion de l'eau au sein des fermes, le stockage de l'eau et les autres peuvent être faits pour augmenter la disponibilité en eau, l'interconnexion, etc. L'irrigation à condition évidemment que ce soit durablement possible et utile, et la conservation de l'humidité des sols. Voilà. Alors il y a eu un rapport de la Banque mondiale sur les problèmes de changement climatique et de risque pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, dont un sur le Maroc, qui alerte sur les risques possibles de perte de PIB pour le pays de 5% et d'exode rural massif qui pourrait atteindre jusqu'à 1,9 million de ruraux d'ici 2050, compte tenu des problèmes de changement climatique. Voilà. Pourquoi? Parce que la forte vulnérabilité au changement climatique, elle est amplifiée par la pauvreté rurale, la dégradation des sols des terres, la fragilité de l'économie agricole et pastorale. 80% des agriculteurs du royaume ne vivent pas d'irrigation, ils vivent que de l'eau de la pluie. Et puis, c'est aussi 50% de la production alimentaire à peu près. Et puis, évidemment, le problème de l'eau pour tous les usages, puisqu'il y a une réflexion de la ressource sur l'exploitation des nappes, risque de baisse d'allocation et de conflit. Voilà. Donc, moi, ma conclusion, c'est que l'action sur l'offre plus sobriété ne va pas suffire. Il va falloir faire plus et adapter, faire ce qu'on peut pour adapter les modèles de production et les modèles de développement à la rareté en eau, et notamment sur les questions d'agriculture où on peut faire des progrès, j'en parlerai cet après-midi. Bon, ça c'est juste pour rappeler où est la pauvreté, c'est dans les montagnes. C'est-à-dire que depuis l'indépendance, et même avant, oui, ça a commencé du temps des protectorats, Tunisie
et Maroc, on a beaucoup investi sur le littoral et puis on a un peu oublié les montagnes. Voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des écarts de rive. Le problème n'est pas seulement l'écart nord-sud, c'est aussi l'écart intérieur entre les montagnes et les régions côtières. Et pourtant, elles sont liées, ces régions. Hein. Si ça va mal en amont, ça ira mal en aval. Ça, c'est les systèmes agricoles et hydriques qui sont très dégradés, souvent non peu durables. Ça, c'est une photo en Tunisie après les grosses pluies d'octobre. Vous voyez la terre qui s'en va dans les rivières, tout ça s'en va dans les barrages qui s'en va à toute vitesse. C'est des sujets absolument majeurs pour le futur. On perd plus de 30 tonnes de terre chaque année au Maroc dans les systèmes céréaliers du pays. C'est quand même une perte de patrimoine naturel, de capital naturel énorme, et qui menace l'agriculture et qui menace les barrages. Donc on voit bien le fait qu'on ne peut pas réfléchir à la question d'eau sans réfléchir à la question d'agriculture parallèlement. Voilà. Et donc ma conclusion pour ce matin, c'est qu'il va falloir s'occuper sérieusement de la relation au sol, agricole et montagne, et la question rurale. Merci pour votre attention.